Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par une petite remarque. Avez-vous senti la pression monter à partir du moment où nous avons regardé la parabole du bon samaritain? Avez-vous remarqué à ce moment-là que je me suis occupé de la question que pose le brave garçon à Jésus, qui est mon prochain? Je me suis beaucoup occupé du prochain, n'est-ce pas? Mais la question c'est, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et nous avons vu hier que ce basculement, qu'est-ce qu'autrui, à la question qui est autrui, est le vrai basculement, je vais dire, le vrai basculement qui nous introduit dans notre véritable existence. On ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'autre. Enfin, si, des philosophes peuvent se la poser, mais là, pour le coup, il faut leur laisser la responsabilité de cette spéculation. Qu'est-ce que l'autre? Oui, bon, c'est une bonne question. Ça permet d'avoir un bon thème de discussion avec votre future belle-mère, n'est-ce pas, lorsqu'il faudra négocier le mariage. Bon, mais en dehors de ça, je ne vois pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'autrui? Bon, bah, c'est bien, mais ça ne nous concerne pas. Par contre, qui est l'autre? Qui est mon prochain? Ce qui est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est précisément dans cette rencontre de qui, de quelqu'un, que tout se joue. Bon, on ne va pas aller au point Goldwyn trop vite, mais à partir du moment où je me pose la question « qu'est-ce qu'autrui ?», j'en fais une chose, tout simplement. Je réduis ces gens qui m'entourent, je vous réduis à l'état de choses. Donc, nous allons maintenant entrer dans cette question. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Alors pour ça, je vous ai mis dans nos, dans nos canaux informatiques habituels, je vous ai mis un texte tiré d'un livre de Martin Buber, Je et tu, un livre qui est paru en 1923. Donc nous sommes toujours dans cette période du début des années 20, disons entre 20 et 30. Nous avons vu Husserl, nous avons vu Scheller, Heidegger, de mémoire c'est 31 ou 32, petit retour arrière avec Buber. À partir du moment où la philosophie quitte avec Husserl les rives d'une spéculation pas très intéressante, on va dire, pour essayer de s'attaquer à une description la plus convenable possible de la condition humaine, de l'existence humaine, à partir de ce moment-là, bien évidemment, cette présence des autres, il y a d'autres que moi, s'impose. Alors, je vous convie évidemment à lire le texte de Buber avant de continuer à m'écouter. Pour commencer, je vais vous lire les toutes premières lignes du livre. Le monde est double pour l'homme, car l'attitude de l'homme est double en vertu de la dualité des mots fondamentaux, des mots principes qu'il est apte à prononcer. Les bases du langage ne sont pas des mots isolés, ce sont des couples de mots. L'une de ces bases du langage, c'est le couple « je-tu ». L'autre est le couple « je-cela »,
dans lequel on peut aussi remplacer cela par il ou elle, sans que le sens en soit modifié. Donc le je de l'homme est double lui aussi, car le je du couple verbal je tu est autre que celui du couple verbal je cela. Donc, ce que Buber va essayer de comprendre avec beaucoup de subtilité, c'est ce que Wittgenstein appellera plus tard un jeu de langage. C'est-à-dire que nous existons dans le langage. Alors, on se souvient de Benveniste. Nous existons dans le langage, mais ce langage, pour Buber, détermine d'une certaine manière. Alors, il détermine a priori où il reflète notre expérience. Ça, on laisse les interprétations possibles. Donc, ce jeu de langage, je, tu, je, cela, détermine deux attitudes fondamentales de l'être humain. Première attitude, je, tu, c'est l'attitude de la rencontre. Lorsque je dis tu, je suis en présence d'eux. Même si cette présence peut être évanescente. Par exemple, quand j'adresse, j'allais dire quand j'adresse une lettre, oui, en 23, on adressait une lettre, aujourd'hui, nous adressons un courriel. Mais que lorsque je dis tu, même si la personne, l'être, n'est pas devant moi en chair et en os, il y a quand même cette réalité d'une présence, non charnelle certes, mais d'une présence. Quand je dis cela, je pose quelque chose qui est autre que moi, mais l'attitude n'est pas du tout la même. Et Buber nous prévient, il nous dit attention, il, elle, c'est du cela. Lorsque je parle de quelqu'un, j'en parle comme de quelque chose. Ça pose un problème éthique, un vrai. On verra ça plus tard. Donc, ce couple je-tu ou je-cela, d'une certaine manière, Buber nous dit, la limite n'est jamais bien nette. Elle n'est jamais bien tranchée. Un tu peut devenir un cela. Et nous avons ça dans le texte que je vous ai communiqué. Un tu peut glisser, peut déchoir dans le cela. Je peux chosifier un tu, d'une certaine manière. Le cela peut basculer dans le tu, mais c'est moins évident. Donc, à quoi ça nous mène? Alors, dans le texte que je vous ai donné, Buber s'interroge sur cette fameuse conscience de soi qui semble une évidence. Mais on a vu avec Scheller que cette évidence d'un jeu qui préexiste d'une certaine manière, c'est pas net. Cette évidence n'est pas nette. Eh bien, Buber reprend cette idée que cette conscience de soi, peut-être, n'est pas aussi claire à elle-même, aussi nette à elle-même, qu'elle puisse apparaître de premier abord. Pourquoi? Justement, parce que si je fais jouer ces deux syntagmes, je, tu, je, cela, eh bien, la conscience de soi, je vais la mettre où? Parce que Buber nous dit que ce n'est pas tout à fait la même conscience de soi. Quand je dis je, cela, quand j'utilise ce couple, eh bien, j'utilise d'une certaine manière une relation avec ceux qui m'entourent dans laquelle je me pose comme sujet, mais où l'objet est non animé, n'a pas d'âme. Lorsque je me place dans la relation humaine, je tue. Je ne peux plus me poser comme sujet. En fait, c'est ça le problème.
Je ne peux plus me poser comme sujet, comme fondement, comme base, etc. Pourquoi? Parce que, eh bien, parce que on a déjà vu ça avec Benveniste, mais Benveniste a peut-être lu Boubert, ça j'en sais rien. Mais c'est déjà chez Boubert. En fait, le je n'existe que parce qu'un tu lui adresse la parole. Ce qui manifeste le je, c'est l'existence d'un tu. Ce qui manifeste le je, mais d'une manière, enfin, sous une modalité, allez, parlons à la Heidegger, sous une modalité déficiente d'une certaine manière, c'est le cela. L'exemple je vois un arbre, je te vois, montre cet écart qu'il y a entre les deux modes de préhension de la réalité qui m'entoure. Quand je dis je te vois, bah, je ne peux voir que si tu es là. C'est évident. L'exercice même de ma vue est fondé sur cette il y a, sur cette présence d'un tu. L'exercice de ma vue, oui, elle est aussi fondée sur l'existence de l'arbre. Mais l'arbre n'apparaît pas, il est là, alors que tu apparais. Donc, ça va amener Boubert à réfléchir sur cette notion d'apparition de soi-même, pour soi-même. Nous ne nous apparaissons pas à nous-mêmes, d'une manière générale. Alors ça, Scheller, Heidegger, on le sait. D'une manière générale, nous sommes tout et n'importe qui et n'importe quoi, pourrait-on dire. Mais si nous introduisons ce couple je-tu dans notre réflexion, ça va signifier que nous allons nous apparaître à nous-mêmes comme personne, et ça c'est un terme que Boubert emploie, nous allons nous apparaître à nous-mêmes comme personne par et à travers l'existence d'un tu pour qui j'existe. Je n'existe pas, d'une certaine manière, comme conscience de soi dans le couple je-tu, je n'existe pas préalablement à la rencontre. Seule la rencontre me fait apparaître comme personne. Ce n'est pas du tout le cas dans le couple je-cela. Dans le couple je-cela, il n'y a pas de rencontre. Je peux donc me poser moi-même comme origine de la connaissance. Dans le couple je-tu, je ne peux pas me poser comme origine, puisque ce qui est originaire, et c'est là que Buber va nous donner son secret, ce qui est originaire, c'est la relation. Alors ça peut nous être extrêmement utile. Ce qui est originaire chez Buber, c'est la relation. Il dit un peu plus haut dans le texte, en reprenant la phraséologie biblique, au commencement est la relation. Au commencement est la relation. Ni je ni tu n'existent comme je et comme tu, et dans la réciprocité, autre thème de Buber, ni le je ni le tu n'existent dans la réciprocité hors de la rencontre, hors de la relation. Je peux bien penser que l'arbre, il est là dans mon jardin, alors que j'y sois ou que j'y sois pas dans mon jardin, lui, il va pas bouger. Enfin, je peux supposer raisonnablement qu'il ne disparaît pas lorsque je quitte mon jardin. Enfin, Berkeley on posera la question, mais ça... je peux
raisonnablement penser qu'il est stable, lui. Et donc, je peux raisonnablement penser que lorsque je vois l'arbre, je peux me situer dans une position originaire, celle de la connaissance et celle de l'utilité. Le couple je-cela permet de poser une conscience de soi comme originaire et une conscience de soi qui va connaître, donc je vois l'arbre et nous avons remarqué que en même temps que je vois l'arbre, je me sais voyant l'arbre, ça c'est la conscience de soi, c'est le mouvement réflexif. La conscience de soi n'a pas de contenu, elle est simplement la forme de la pensée humaine. Je pense, je vois, et j'ai conscience en même temps que je pense et que je vois. Les deux vont de pair. Et cette connaissance, chez Buber, elle est très rigidement couplée à la notion d'utilité. J'utilise. Voilà qui est impossible dans le je tue. Pourquoi? Parce que ni je ni tu n'existent préalablement, antécédemment, c'est pas très français, à la rencontre, à la relation. C'est la relation chez Buber, c'est le fait de la relation qui va poser, qui va faire apparaître, qui va faire émerger ce que Buber appelle la personne. D'une certaine manière, la conscience de soi, lorsque cette conscience de soi s'exprime dans un je, cela, n'est pas une personne. Ce qu'est la personne, c'est ce qui apparaît dans la relation. Et nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc, on comprend que l'idée de Buber, c'est que d'une certaine manière, il y a une sorte de malédiction dans le cela. Il y a une malédiction dans le cela, c'est-à-dire que nous sommes toujours enclins à exister dans le monde sous la modalité je, cela. Nous sommes toujours enclins à oublier. Le problème, c'est que le terme d'oubli est un terme heideggerien. Donc nous sommes toujours enclins à ne pas entrer dans le je tue. Nous sommes toujours enclins à nous exprimer dans un je cela et non pas dans un je tue. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous sommes toujours enclins à considérer que le paradigme de la chose est le paradigme même de la connaissance. Ça, c'est extrêmement important. Le paradigme de la chose est le paradigme de la connaissance. Ce que nous connaissons, la manière dont nous connaissons, c'est dans ce rapport je, cela. Or, nous oublions, par le fait même, qu'il y a quelque chose qui est antécédent, qui précède ce rapport de connaissance. C'est tout simplement le fait que nous existions comme je, mais dans un rapport je-tu. Alors, bon, je suis désolé, j'aimerais poursuivre avec Buber parce que c'est bigrement intéressant, mais qu'allons-nous faire de Buber? Eh bien, d'abord, on va saluer l'effort pour répondre à la question « Qui est mon prochain ?» Ce qui change avec Buber, c'est que ce prochain, ce tu, est tout sauf anonyme. Pourquoi? Parce que ce tu me nomme.
Il me nomme, et me nommant, il me fait exister. Donc, nous ne sommes pas dans le monde heideggerien du on, de l'indifférence, mais au sens de la non-différenciation. Nous ne sommes pas dans le monde heideggerien de l'indifférence de cette vie ensemble, de cette vie commune, de ce monde commun que nous partageons. D'une certaine manière, il est vraisemblable qu'Heidegger ait lu Buber, mais de mémoire, il ne le cite pas dans L'être et le temps. D'une certaine manière, Buber nous met en garde. Si je veux comprendre le monde dans lequel je vis, notre vrai monde, mais c'est-à-dire le monde éthique, le monde de ma liberté, il va falloir que j'inscrive au cœur de ce monde, dans sa racine, il va falloir que j'y inscrive non pas une espèce d'indifférence, mais très au contraire, que j'y inscrive l'apparition du jeu du tu, c'est-à-dire l'apparition de la personne. Et je dis bien l'apparition, parce qu'il est un peu trop simpliste, on va dire, et c'est de l'anti-Buber d'une certaine manière, de penser que les personnes préexisteraient, seraient toujours déjà posées avant qu'elles entrent en relation. Non. Au commencement était la relation, dit Buber, ça veut dire que ce qui est premier, ça n'est pas des personnes qui vont se rencontrer accessoirement, ou pas d'ailleurs, mais c'est l'existence même, l'existence éthique, allons-y, c'est l'existence éthique qui va poser cette question de la personne, donc de la liberté, tout simplement parce qu'elle va permettre l'émergence, la manifestation, et allons-y clairement, l'épiphanie de ce que l'on va nommer la personne, c'est-à-dire le sujet éthique. Le sujet éthique, ce que nous sommes dans notre vie commune, ce n'est pas des cerveaux sur pattes qui connaissons 3 ou 4 formules en physique. C'est pas ça que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres de connaissance, nous sommes d'abord des êtres de relation. Et nous existons d'abord dans cette relation. Donc, ça, c'est ce qu'il va falloir conserver très, très, très précieusement, me semble-t-il, de Buber. Il nous lègue la possibilité d'une existence éthique qui n'est pas donnée en dehors des relations réelles, des rencontres. C'est parce que nous nous rencontrons. Et c'est dans la mesure où nous nous rencontrons que nous existons chacun l'un par l'autre. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que, tout simplement parce que c'est un peu comme ça que nous existons de manière authentiquement humaine. Lorsque je rencontre quelqu'un, mon souci, en employant le terme d'Heidegger, notre souci mutuel, dirait Heidegger, n'est pas la connaissance. Ça, c'est pas vrai. Le souci fondamental, mutuel, ne relève pas de la connaissance, donc, dans les termes de Buber, ne relève pas de ce couple je-cela,
Mais dans la rencontre, dans la relation, lorsque cette relation est, je, tu, lorsque cette relation est, le souci mutuel, c'est quoi? C'est l'apparition. C'est l'apparition mutuelle, on va dire, de quelque chose qui va relever de l'être, de quelque chose qui va relever de ce qui est. Et ce qui est ne peut qu'apparaître. Ce qui est ne nous est pas donné immédiatement. Ça apparaît, c'est-à-dire ce qui est, c'est ma personne, c'est votre personne. Mais votre personne est toujours une réalité qui apparaît. Ça veut dire qu'elle n'est pas apparue une fois pour toutes un je ne sais quand. Elle ne cesse d'apparaître. Et c'est ça l'enjeu de la liberté. C'est ça l'enjeu de la vie éthique. C'est que nous ne pouvons pas considérer que les choses, que la messe est dite, c'est-à-dire que voilà, les choses sont comme ça, moi je suis comme ça, vous êtes comme ça, basta, terminé. Et puis, ma foi, après, on se débrouille pour que ça se passe le moins mal possible. La vie éthique n'a rien à voir avec ça. La vie éthique, justement, parce qu'elle est ce mode d'apparition constante des personnes, les unes avec les autres, dans les rencontres que font ces personnes, ou plutôt dans ces rencontres qui permettent l'émergence, l'épiphanie de la personne, la vie éthique a cette dynamique. Et donc, Buber, un peu plus loin dans le texte, va qualifier justement la personne comme dynamique, comme une dynamique, et non pas comme quelque chose qui est. Voilà, ça y est. Vous savez l'expression, oui, mais enfin, c'est comme ça, moi je suis comme ça. Mais ça ne veut rien dire. Je ne suis pas comme ça, parce que là, qu'est-ce que je fais? Alors là, je vais jusqu'au bout de la déchéance chez Buber, c'est-à-dire que je me pense comme un cela. Non, je ne suis pas un cela. Ou plutôt, je le suis dès lors que je vais me soustraire à la relation, dès lors que je vais me soustraire à la vie éthique, tout simplement. Donc voilà, merci Martin Buber, nous sommes entrés dans le vif du sujet, et donc nous avons encore quelques épisodes pour essayer de démêler tout ça et d'avoir les idées un peu plus claires sur cette question de la vie éthique. Mais attention, 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 il va falloir désormais que nous ne réfléchissions plus avec le couple je-cela, puisque nous restons chez Buber, mais que nous fassions toujours l'effort de considérer le couple je-tu, donc que nous fassions toujours l'effort de considérer qu'au commencement, je reprends Buber, qu'au commencement est la relation. Et nous allons voir à partir de maintenant comment cette relation peut être, peut laisser apparaître l'exigence éthique, l'exigence de la vie relationnelle dans toute notre existence. Et je vous signale qu'à partir de ce moment-là, on peut faire un retour chariot et nous allons, alors je ne sais pas si nous aurons le temps de le faire, mais nous pouvons tout recomprendre à partir de ça. C'est-à-dire que tout le programme que l'éducation nationale vous oblige à ingurgiter en un an peut être complètement repris à travers cette notion je-tu. Et cette réduction du tu au cela. À demain.